Un vilain n'est pas quelqu'un qui a tort sur toute la ligne forcément. Un vilain parfois ça peut être quelqu'un qui a vu quelque chose de réel, qui a juste choisi la mauvaise réponse. On avait des vilains en fait qui étaient vilains juste pour le plaisir d'être vilains. Freezer, Boo, Dio. Il même faudrait que Dio m'apprenne comment haïr quelqu'un sur toute une génération. Parce que ça, c'est une dinguerie. On a été habitué quand même à un standard où les vilains étaient méchants. On n'était pas supposé se demander pourquoi. Mais quelque chose a changé. L'avènement d'un nouveau type de méchants. Des méchants à qui l'auteur donne en fait un diagnostic sur le monde qu'on ne peut pas juste balayer du revers de la main et qui sert de cause pour le fait qu'il soit méchant en gros, tu vois. 5 personnages aujourd'hui qui remplissent ces critères là. Si vous êtes prêts, je suis prêt. C'est parti pour la vidéo. Dans le setting de My Hero Academia, on découvre que la société des héros a un véritable problème et qu'elle refuse de regarder en face d'ailleurs. Elle célèbre les forts, idolâtre les grands noms. Bref, tout ce que tu devrais faire d'un héros normal, oui. Mais il y en a qui tombent entre les mailles du filet. Il y en a qui sont considérés comme n'importe quoi. Ceux qui ont des haltères considérés inutiles, des haltères bizarroïdes, ceux qui ont des formes bizarroïdes, on l'a vu avec Spinner en plus. Bref, plein de gens comme ça à qui personne ne tend la main et qui sont oubliés par cette société-là, si tu veux. Et après, on s'étonne qu'ils deviennent des vilains. La preuve même de toute la faille de ce système-là, c'est la naissance de la Ligue des Vilains. La Ligue des Vilains, ce n'est vraiment pas un groupe de monstres, ce n'est pas forcément un groupe de méchants en soi. C'est vraiment en fait un catalogue des différents échecs du système par rapport à tout ce qui est gestion des populations. Hyuga et Miko, rejetée derrière l'enfance parce qu'elle n'était pas forcément normale en griffe et que son altère ne ressemblait aucunement à celle d'un gamin normal. Price, qui avait des problèmes de personnalité, on en parle. Spinner, sa forme, toutes ces personnes-là qui méritaient elles aussi de faire partie de la société se sont retrouvées rejetées, se sont retrouvées ignorées, isolées. D'où ça a créé quand même un groupe de révolte qui est la Ligue des Vilains et à sa tête Tomura Shigaraki. Ou plutôt Tenko Shimura, qui d'ailleurs à la saison 5 nous retrace son enfance et c'est là que tu te rends compte en fait le pauvre on aurait peut-être presque tous été comme lui si on avait été à sa place. Le mec il découvre un alter qu'il ne maîtrise pas et son alter fait des dégâts très sérieux. On n'en dit ce qu'on vient pas. Genre, il bute tout le monde. Son père, sa mère, ses sœurs. Mais le petit, en fait, personne n'a regardé le fait qu'il est traumatisé de ce qui vient de se passer. Non, on l'a catégorisé. Puis après aussi, on me dira, ouais, tout faisait partie du plan de All for One. Mais personne n'a été là, en fait, pour le secourir. Personne n'a été là pour l'assister émotionnellement, à part justement All for One qui en a profité pour s'en servir. Donc, en fait, c'est la cerise sur le gâteau de toutes ces failles-là, en fait, du système. Ou les gens qui ont des haltères un peu trop dangereux, des gens qui ne fit pas dans les standards de la société sont juste mis à l'écart et laissés à leur compte. Et quand tu les laisses à leur compte, voilà ce que ça donne. Dans un univers où les héros étaient partout, aucun d'eux n'était là ce jour-là pour sauver le petit Tenko Shimura et ça a donné Tomura Shigaraki qu'on a eu maintenant. Les héros ne sauvent que ceux qu'ils ont envie de sauver. En fait, cette phrase-là à elle seule résume un gros problème dans la société des héros. Cette phrase-là, à elle seule, résume la cause de la naissance de la Ligue des Vilains. Et donc là, en fait, Shigaraki, il a raison d'être comme ça. Mais le problème, dans son souci de vouloir régler le problème, bah, en fait, il fout tout en l'air. Alors là, maintenant, lui, en fait, il veut tout détruire, mais il s'en fout. Il mélange tout le monde, que ce soit opprimé, que ce soit oppresseur, que ce soit personne innocente qui n'ont rien fait. Il veut supprimer tout le monde. Et c'est là, en fait, que ça ne marche pas. En fait, si tu veux, en gros, sa prescription condamne les victimes du système qu'il combat avec les coupables. Et c'est là, en fait, que malheureusement, il a péché. Dans l'idée, il a eu raison de se sentir comme il s'est senti de créer la Ligue des Vilains. L'objectif, en fait, était de défendre les sans-voix, si je peux dire ça comme ça, ceux qui ont été laissés pour compte, de montrer que les personnes bizarres en griffe ont aussi le droit d'être écoutées, ont aussi le droit d'être prises en charge. Mais bon, malheureusement, ça a déraillé. Madara n'a pas inventé le cycle de haine dans le monde des ninjas, loin de là. En fait, il a juste refusé de faire semblant que ça n'existait pas. Dans les générations, les clans Uchiwa et Senju se font la guerre, puis à un moment donné, t'as bien sûr le moment où Hashirama décide, voilà, de faire la paix entre les deux clans. Enfin, avec l'aide de Madara, bien sûr. Mais le problème, c'est que pour Madara, en fait, cette paix n'est que utopique. On ne peut jamais avoir une vraie paix parce que déjà des clans qui pendant longtemps se sont méfiés les uns des autres ne peuvent pas juste revenir comme ça ensemble, bâtir quelque chose et se dire « Ouais, c'est bon, tranquille, là maintenant, tout va bien, il n'y aura plus de problème, zéro, nada. » Et en fait, il extrapole cette vision-là en fait
au monde entier. Il se dit clairement un monde où il y a eu des guerres à un moment donné, un monde là ne peut jamais en fait trouver la paix. Parce qu'il y aura toujours en fait ce truc de méfiance. Mal sortira toujours de quelque part à un moment donné. Et donc dans cette idée-là en fait, il a décidé d'utiliser le Mugen Tsukuyomi. Le Mugen Tsukuyomi qui en fait pour lui est de créer une paix factice pour tout un chacun de nous. C'est-à-dire que chacun de nous aura sa propre paix dans sa tête, mais du coup, il sera mis dans un coma. L'histoire lui a donné raison. Le massacre du clan Uchiwa, on est la preuve que on ne peut jamais se faire confiance et qu'il y a toujours un truc qui va péter à un moment donné. Ça, c'en est la preuve. Et malheureusement, il n'a pas eu la bonne méthode. Tu ne guéris pas un mal en supprimant la conscience de ceux qui le vivent, en fait. Ça marche pas comme ça. Genre, en fait, du coup, en fait, tu rejoins ce que tu combats, cette utopie-là, en gros. Tu ne règles pas le problème, tu le caches. Alors là, c'est quelqu'un de quand même très problématique. Moi, je me dis, mais comment est-ce que tu vas amener que Griffith ait raison à un moment donné? Ici, parce que là, c'est un peu twisté. Le monde de Berserk n'est pas brutal parce que Griffith est là, on est d'accord. Griffith est devenu qui il est parce que le monde de Berserk est brutal. Les royaumes sont construits sur le sang. La noblesse prend tout, la noblesse a droit à tout. Pour gagner dans ce monde, il faut être fort. Il faut aller chercher ce que tu veux. Il faut aller l'arracher. La guerre est permanente. Et Griffith fait tout ça dès le début. Et du coup, il a raison en fait de se plier en fait à ce système-là s'il veut suivre d'une certaine manière. Partout où tu sens du pouvoir dans l'univers de Berserk, soit il y a eu de la trahison, soit il y a eu de la force brute, soit les deux. Il n'y a jamais autre alternative. Et Griffith l'a compris, Griffith lui voulait le pouvoir à un moment donné. Et du coup, il n'avait pas d'autre choix. En fait, Griffith, si tu veux, il reste dans cette même optique-là. Pour lui, une personne qu'il considère comme son égal, est une personne qui doit avoir un rêve propre à lui. Il ne doit pas justement se battre pour son rêve à lui, Griffith. Il a dit quand il parlait à la princesse là, les soldats sont juste des soldats pour lui. Pourquoi? Parce que ces soldats-là se battent pour son rêve à lui. Mais quelqu'un qu'il considère comme égal, c'est quelqu'un qui lui aussi a un rêve et qui est prêt à tout, absolument tout sacrifier pour pouvoir atteindre ce rêve-là. Même se dresser en face de lui. Ça nous disait déjà en fait jusqu'où le personnage était prêt à aller. Et on me dira, ouais mais c'est un gars cynique depuis le début, c'est un gars méchant. Pas forcément, parce que quand tu connais en fait le monde dans lequel tu es, en l'occurrence le monde de Berserk, tu sais que c'est le seul moyen pour toi de survivre. Parce que si tu te dis que tu vas te battre pour le rêve des autres, tu vas facilement passer à la trappe très vite. Alors que si tu as un rêve, que tu es prêt à tout sacrifier pour pouvoir atteindre ce rêve-là, tu es déjà conditionné, si tu veux, à vivre dans ce monde-là. Parce que c'est la loi du plus fort qui règne. Et c'est en ce sens-là qu'il avait raison, parce que avoir un rêve, ça te motive à tout donner pour survivre dans ce monde. Là où il a eu tort et que ça efface tout, c'est qu'en fait, il était prêt à sacrifier tout le monde. Et on l'a vu, la scène de l'éclipse, qui est l'une des scènes les plus gore de l'histoire de l'animation japonaise. Il a sacrifié ses amis pour pouvoir atteindre son rêve. Il les a pas juste sacrifiés, il les a donnés en pâture. Ils se sont fait massacrer. Il a gripped la copine de son meilleur ami devant lui, sanglant. Tout ça en fait, même ça efface le fait qu'on puisse penser qu'il a raison à un moment donné. Mais je tenais quand même à le souligner parce que sa motivation de base, elle est bien. Mais il l'a poussé à une extrême vraiment où on ne pouvait même plus le défendre au final. Togo de Psycho-Pass. Alors lui c'est mon préféré. Lui c'est vraiment mon préféré parce que si tu veux, il vient un peu toucher un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Tous ceux qui n'ont pas regardé Psycho-Pass, pour résumer vite fait, c'est un système de sécurité qui s'appelle le Sibyl System, qui est une sorte d'intelligence artificielle qui permet de définir en fonction du stress de la personne, au niveau des sentiments de la personne, si cette personne est une criminelle ou pas. Déjà là il y a des problèmes, mais bon. Et donc du coup Shogo Makishima, lui, veut prouver que ce système Sibyl c'est de la merde. Parce que oui, on a tellement brainwash tout le monde que pour monsieur, madame, tout le monde dans Psycho-Pass, c'est seulement le système Sibyl qui a raison. Si un braqueur, un voleur, un tueur en série n'a pas été notifié, n'a pas été reconnu coupable par le système Sibyl, bah il n'est pas coupable et il peut continuer de faire ce qu'il veut. C'est juste le système Sibyl qui a raison. Donc du coup, on est arrivé dans un monde où le libre arbitre des gens, la pensée, genre le fait de penser, la pensée critique des gens par rapport à qui est coupable ou non a été totalement supprimé et remplacé par l'intelligence artificielle. Et Shogo Makishima, lui, décide en fait de montrer, mais de la pire manière possible, que ce truc-là, c'est de la grosse merde en fait. Alors déjà, lui-même, il arrive à gérer son script de cette manière à ce que l'intelligence artificielle ne le reconnaisse pas en tant que criminel. Et la preuve, la scène là, qui, moi, en fait, jusqu'à ce jour, m'a fait dire, ah ouais,
Ah ouais. En fait, il n'y a pas de meilleure manière en fait de faire comprendre à l'actrice principale du coup que le système est vraiment problématique. Il kidnappe la meilleure amie de la fille et la fille veut justement l'arrêter. Mais le pistolet qui a l'intelligence artificielle du Sibyl ne se déclenche pas. Parce que bien sûr, si la personne n'est pas jugée criminelle, le pistolet ne se déclenche pas. Pourtant, le mec avait le couteau sur la gorge de son ami jusqu'à passer à l'acte et l'égorger. Et pendant tout ce temps, le freaking fusil n'a pas été déclenché parce qu'il ne sentait aucune menace. Il a réussi à troubler l'intelligence artificielle. Et même plus tard, en fait, dans la série, tu te rends compte aussi qu'il a utilisé des mécanismes pour pouvoir encore extrapoler cette manière de tromper le système là et la mettre sur le bandit lambda qui n'arrive pas forcément à contrôler son niveau de stress ou son niveau de mauvaise intention aussi bien que lui quoi. Parce que le mec c'est un gars calme, posé. Maintenant là où il a péché c'est que lui en fait il en fait un crime. Alors lui en fait pour montrer que ça ne marche pas pour lui la solution c'est de tout le monde, de clipper qui il voit. Alors que c'est pas forcément le cas, quoi, tu vois. C'est des innocents quand même, ça reste des innocents. Et pour combattre un système qui est défaillant, je ne pense pas que la meilleure des solutions, le dernier, l'ultime recours, c'est d'en venir à liquider des innocents par-ci, par-là, quoi. Comme si de rien n'était, juste pour prouver ton point. Et c'est là maintenant que je trouve qu'en vrai, c'était pas forcément la meilleure idée. Mais quand même, dans la vision, ouais, c'était quand même bien, mais non. Alors, dans Gurren Lagann, il y a des gens qu'on appelle les habitants qui vivent sous la terre et d'autres qui vivent en dessus de la terre. Et ça n'a pas toujours été comme ça, mais depuis un certain système de pouvoir tyrannique qui a été mis en place, il y a des groupes d'individus qui sont supposés condamnés à vivre sous la terre à jamais. Et d'autres qui vont pouvoir vivre sur la terre clairement. Et après, en fait, dans l'histoire, on se rend compte que c'était pas juste par tyrannie, en fait, que ça a été fait. Lord Genome l'a fait à cause d'un méchant encore plus grand qui est l'antispirale. Il l'a fait parce que, en fait, la population s'étendait trop. Maintenant, si la population humaine dépasse 1 million d'individus, l'antispirale va attaquer. Tu me diras, pourquoi 1 million, c'est peu? Je comprends pourquoi est-ce que l'antispirale aussi n'a pas fait un truc genre 10 millions, 15, 20. Pourquoi 1 million, c'est peu? 1 million, ça se... Un mois, t'as déjà 1 million de personnes sur la Terre en vrai. Mais bon, bref. Donc, si tu dépasses les 1 million, les antispirales déclenchent le protocole d'extinction. Et en gros, en fait, Lord Genome forçait des gens à vivre sous Terre pour pouvoir protéger la Terre et empêcher d'atteindre ce quota-là de 1 million. Logiquement, quand on y repose logiquement, finalement, c'était ça que Lord Genome recherchait. Mais disons que, bon... La méthode n'y était pas forcément. Parce que tu me diras, ok, mais pourquoi est-ce que tu as juste décidé de courber les chines face à l'antispirale? Pourquoi tu n'attaques pas l'antispirale? C'est parce qu'il ne pouvait pas. Il a perdu contre l'antispirale. Et du coup, le seul recours qu'il avait, c'est de régner par la peur. C'est de, en fait, faire de la tyrannie. Pour ne pas avoir expliqué aux gens qu'il doit garder un quota de 1 million de personnes sur la surface. Parce que, imagine comment expliquer ça aux gens. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas, donc du coup tu es obligé d'avoir recours à la tyrannie pour ça, malheureusement. Et du coup on comprend bien plus tard, quand Simon le bat, et que l'humanité monte à la surface, la population explose, bam, les antispirales reviennent. Et là maintenant on comprend. On comprend en fait que c'était par prévention que Lord Genome agissait et pas par tyrannie. Maintenant, est-ce que ça justifiait vraiment le fait d'enfermer des gens? Pas forcément, mais est-ce qu'il avait vraiment d'autres choix? Parce qu'il a quand même essayé de stand-up pour son peuple, il a perdu. Du coup, est-ce qu'il avait vraiment un choix? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Là, la question que je me poserais en vrai. Parce que en vrai, on peut dire, ouais, il aurait pu décider d'affronter l'antispirale. 6 mois à affronter l'antispirale, il a gagné. Mais le truc, c'est que lorsque l'homme a essayé, il a perdu. Et Simon a gagné parce que Simon n'était pas seul. Simon avait des amis. Donc c'est un peu le seul personnage de cette entrée-là où je me dis, en fait, on peut le laisser, en fait. On peut le dire qu'il a raison sur toute la ligne, en fait. Et qu'il n'a pas eu tort à un endroit. Mais je me tâte quand même à dire que il aurait quand même pu faire un truc pour sauver. Je ne sais pas quoi, mais il aurait pu essayer un truc. Quoique il a quand même tout essayé en vrai. 6e, Dio Brando. Non, je rigole. Ce gars-là n'est pas défendable un peu. Genre, non, ce gars, il y a aucun argument. Il y a aucun argument que je peux vous sortir pour défendre ce type-là. Ce type-là, c'est le mal incarné. 5 vilains, 5 diagnostics corrects et parfois 5 réponses
plus ou moins mauvaises. Ce qu'ils avaient vu était réel. Les systèmes brisés, les cycles de haine, les pouvoirs construits sur la violence, les sociétés qui suppriment la conscience, les dangers que personne d'autre ne voulait regarder. Tout ça existait. Existe encore. Parfois dans les formes qu'on reconnaît sans avoir besoin d'un animé pour les nommer. Mais voir juste ne te donne pas raison sur ce que tu fais de cette vision. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de ces 5 personnages. Pas qu'ils étaient des héros incompris, pas qu'ils avaient raison sur tout, mais que la lucidité sans sagesse peut mener exactement là où tu voulais ne pas aller. Est-ce que ça veut dire que les héros qui les ont arrêtés avaient tort? Parce que pensons-y un peu. Les héros qui les ont arrêtés, est-ce qu'ils ont amené une réelle solution au problème ou ils ont juste arrêté le méchant? Je veux votre avis. Je veux aussi votre avis sur les personnages que j'ai présentés, lequel vous a le plus marqué, ou est-ce que vous avez une perception différente de la vision de ces personnages-là? Ça me ferait un plaisir de vous entendre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.